Bien, bonjour à tous. C'est un peu une aventure pour moi là. C'est la première fois que je fais un Zoom. Moi, je suis avant tout paysan sur ma ferme, mais je vais essayer d'être clair. Donc, je vous propose une petite balade sur ma ferme, parce qu'en général, c'est là où je suis le mieux. Et donc, on va se balader au fil de ce qui s'est passé sur la ferme en 20 ans, en fait. Donc, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et où l'arbre, vous allez voir, a une place très importante. Alors, petite historique de la ferme, on est arrivé en 2001, ça fait donc 20 ans, sur une ferme conventionnelle, et nous nous sommes installés de suite en bio sur donc 43 hectares. Donc à l'époque, nous avons reconverti les terres, et on s'est installé donc sur ces 43 hectares. Nous n'étions pas de milieu agricole. Moi, j'ai fait une école de commerce à l'origine, mais j'ai eu envie de changer de vie avec ma femme. Et donc, on a fait une formation agricole à l'âge de 30 ans, j'en ai 52, et on a cherché une ferme. Et la ferme que l'on a trouvée dans le Gers, juste à côté d'Auch, était une ferme donc en conventionnel qu'il fallait reconvertir. J'avais été formé en bovin pendant 2 ans, mais la ferme, elle, c'était plus propice à de la culture. Et donc, je me suis dit, qui est-ce qui mange des graines? Entre autres, c'est les volailles. Et donc, je suis parti sur un projet volaille. Donc, nous avons mis en place un atelier volaille. Aujourd'hui, on commercialise 170 volailles par semaine. On a commencé doucement, mais depuis une dizaine d'années, on est sur ce rythme de croisière de 170 volailles semaine. Alors, au niveau de la conduite de l'élevage en 2 mots, on commence du poussin de 1 jour jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'abattage. On a notre propre abattoir et atelier de découpe que l'on a monté il y a 20 ans en CUMA. Nous étions 3 producteurs à l'époque, on est 40 aujourd'hui. Nous avons une fabrication d'aliments à la ferme, donc une grosse partie des cultures sont à destination de la nourriture des animaux. Et nous vendons donc en direct. Aujourd'hui, la vente est à 100% entre notre vente à la ferme qui a lieu le vendredi après-midi et le marché de l'île Jourdain, qui est une ville aux portes de Toulouse et sur lequel on commercialise une grosse partie donc, de notre production de volaille. Donc ça, c'est l'atelier principal de la ferme, c'est cet élevage de volailles auquel il faut rajouter 200 poules pondeuses. On les verra tout à l'heure au travers de notre petit voyage. Et puis, des volailles de Noël avec les chapons et les poulardes et des pintades, donc à peu près 900 volailles en fin d'année. À côté de cet élevage de volailles, on a un troupeau de moutons, une vingtaine de brebis. On verra aussi tout à l'heure qu'ils sont beaucoup là pour les abords de la ferme. Et on a également un atelier de porcs en engraissement. On engraisse une quarantaine de porcs par an. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui concerne l'élevage on va dire l'élevage. À côté de ça, donc, nous avons 65 hectares, 43 hectares en propriété et 25 à côté qui m'ont été mis à disposition, sur lesquels on cultive un certain nombre de céréales, notamment pour l'autoconsommation. Alors, pendant ces 20 ans où est monté en puissance en fait cet élevage, eh bien, on a accompagné toute cette montée cette mise en place avec beaucoup d'implantation d'arbres, et on le verra un tout petit peu après. Au niveau des cultures, juste pour en 2 mots, donc on est sur culture hiver et culture d'été, on alterne bien évidemment, on essaie de faire des rotations longues et avec des couverts végétaux. On travaille le sol au minimum. Voilà. Alors pour continuer la présentation de la ferme et pas trop s'étendre, on a monté une ferme pédagogique, donc ça c'est ma femme, qui, quand on s'est installé assez rapidement, a monté une ferme pédagogique. On a accueilli pendant une dizaine d'années des enfants, en fait, des classes. La photo que vous voyez, c'est les enfants qui représentent une haie. Alors c'est vrai que c'était une belle expérience d'une dizaine d'années. Et notre projet, c'était de vendre donc aux écoles 4 visites dans l'année au fil des 4 saisons. Et l'arbre avait une place très importante, puisque vous allez voir qu'on a énormément planté, et beaucoup d'enfants venaient pendant la saison de l'hiver planter leur arbre. Et puis ils revenaient bien sûr au printemps, en pensant qu'il y avait déjà des fruits, de se rendre compte qu'en fait, il y avait que quelques rares feuilles. Donc c'était une très belle expérience, tournée beaucoup autour de l'arbre de l'élevage, bien évidemment, mais l'arbre avait une vraie place.
Et puis à partir de 2012, donc une dizaine d'années après, on a arrêté le scolaire, notamment parce que la production prenait de plus en plus de place. Et ma femme s'est tournée vers la médiation animale, c'est-à-dire elle reçoit en fait des gens en situation de handicap et travaille avec eux sur l'essence, sur un certain nombre d'activités. Et selon le degré d'handicap des personnes, on va faire plus ou moins de choses sur la ferme. Là, vous la voyez se baladant sur le chemin des volailles. Et alors là, de nouveau, et on le verra un petit peu plus loin, l'arbre a une véritable place parce que avec tout ce qu'on a planté, on est tout le temps, on va dire, à l'abri ou en train de se balader au milieu de cette nature. Et, euh, et voilà, c'est un élément aussi pour elle dans son travail qui est assez important. En 2016, en 2016 est arrivé un boulanger sur la ferme, Clément. En fait, c'est un peu une rencontre par hasard, mais c'est une belle rencontre. Et donc, depuis 2016, on a sur la ferme un fournil, un moulin. J'ai mis à disposition 5 hectares à Clément de terre pour qu'il puisse être paysan boulanger. Et donc voilà, donc il fait aujourd'hui 2 boulanges par semaine. Euh, et voilà, c'est on va dire une belle rencontre et l'occasion sur la ferme de faire de la vente plus diversifiée et puis de partager aussi plein de choses du quotidien. Voilà pour Clément. Et ensuite, alors un petit aparté sur les agrobatiques. Alors les agrobatiques, j'en parle aussi là dans ma présentation, je voulais l'évoquer parce que c'est un festival qu'on a créé, qui a eu déjà 3 événements, 2015, 2017 et 2019. Et cet agrobatique, il est né d'une déambulation de spectacles. En fait, on est très attiré par le cirque. J'ai notamment un fils, celui qui est en l'air d'ailleurs, qui fait du cirque. Et en fait, la ferme, on va le voir après par son paysage arboré, est un lieu où on peut en fait exprimer les arts. Et voilà. Et donc, ça fait 3 ans que on fait vivre en fait ce festival où il y a eu plus de 1000 entrées l'année dernière, en 2019, où en fait on découvre la ferme via le spectacle. On peut changer de photo d'ailleurs, Valentin, et où on découvre le spectacle, mais à l'intérieur, enfin au milieu de l'ensemble de l'exploitation. Là, c'est un trapèze à 9 mètres de haut, en plein milieu des parcours agroforestiers des cochons. Voilà, donc c'est une fois de plus, une façon artistique et ludique de découvrir en fait tout l'espace arboré qui s'est créé chez nous à la ferme. Dernière petite présentation, mais importante aussi, c'est les maraîchers. Donc on avait accueilli Marion en 2016 et puis en 2020, Pauline et Victor. Donc ça, c'est dans une des parties les plus fertiles de la ferme. C'est donc des maraîchers. Aujourd'hui, on a créé un espace test agricole, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui viennent pour 1, 2 ou 3 années et à qui on met à disposition une serre, une pépinière, un frigo, un lieu de commercialisation, un partage d'expériences. Et donc, ces jeunes, c'est un petit peu un tremplin pour démarrer. On aurait pu appeler cet espace test le crash test. C'est l'occasion pour eux de faire leurs premières erreurs et puis d'apprendre leur métier. Donc voilà, donc pour conclure, en fait, sur cette ferme, en quelques années, eh bien, il y a 7 emplois sur les 60 hectares avec une ferme devenue collective et voilà, où chacun a trouvé sa place. Alors, pour entrer dans le vif du sujet de l'arbre, là, je vous présente le plan de la ferme. Alors, en fait, on est arrivé en 2001, comme je vous disais, et il y avait sur la ferme plus rien au niveau arboré, mis à part la ripisylve que l'on voit sur la gauche, hein, et puis quelques arbres à côté de la propriété, mais tout le reste était totalement vierge de toute plantation, y compris le long de la route, y compris avec les voisins, y compris partout. Et donc, on s'est intéressé à l'arbre avant tout au départ pour les parcours à volaille. On va le voir un petit peu après. C'est de là que c'est parti. Mais juste pour finir sur ce plan, parce qu'après on va dérouler en fait tout ce qu'on a fait avec le temps, il faut savoir que sur la ferme, on a planté en 20 ans, et on plante encore une haie cette année, on a planté 6 km de haies et 17 hectares d'intra-parcellaires. Alors, pour cette plantation, j'ai été beaucoup aidé par Arbre et Paysage 32. J'ai la chance d'être dans le Gers et d'avoir à proximité cette association dynamique. Et donc, depuis 2001, ils m'ont accompagné.
J'ai d'ailleurs présidé cette association pendant 7 ans, entre 2007 et 2012. Et donc, je le connaissais bien. Et j'ai pu en fait profiter de tout ce qui sortait, de tout ce qu'on découvrait autour de l'arbre depuis ces 20 dernières années. Ben, j'ai pu le voir au quotidien de cette association, puisque je la présidais ou j'étais au conseil d'administration, et de pouvoir en fait la mettre en application sur la ferme. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, on a pu, en rencontrant en fait tous les contraintes qu'on avait par rapport à ce qu'on voulait implanter, que ce soit en bio, en élevage de volailles, en élevage de porc, ou par rapport aux cultures, on a en fait au fil des 20 années planté un certain nombre d'arbres et d'arbustes pour répondre en fait à nos envies, nos préoccupations et nos difficultés. Et voilà. Donc voilà, je vous propose de commencer ce petit voyage sur la ferme au travers des photos. Donc on va, donc voilà. Alors première petite photo, c'est les abords de la ferme. Alors c'est juste pour rappeler qu'en fait l'arbre, il est aussi important en fait dans tout la partie privée, on va dire, parce qu'il est une ferme. On est quand même, quand on est sur une ferme, on est impliqué complètement dans la vie de la ferme. Il y a des fois, c'est pas toujours facile de s'en sortir, d'en sortir en fait de cette vie très prenante. Et le fait d'avoir des lieux privés entourés de haies qui permettent aussi, c'est aussi un outil, l'arbre est aussi un outil en fait pour, au niveau de la ferme elle-même, des bâtiments de la ferme, de pouvoir s'isoler, structurer les espaces privés et publics, on va dire, ou professionnels. Et l'arbre, il a une vraie place. Et nous, on a fait beaucoup de choses autour de ça, d'autant plus que notre ferme est devenue collective et que sur la ferme, il y a notre maison personnelle, il y a cette petite maison que vous voyez dans laquelle habitent les maraîchers, il y a une yourte dans laquelle habite le paysan boulanger. Et en fait, on a fait très attention à ce que chacun garde en fait sa vie privée. Et l'arbre est venu totalement structurer tous ces espaces. Donc voilà, et c'est l'occasion aussi, parfois, quand on a des bâtiments qui ne sont pas forcément esthétiquement les plus jolis, mais qui sont pratiques ou modernes, de les dissimuler derrière des haies et de maintenir un paysage agréable. Alors ensuite, on va partir dans les volailles. Alors ça, c'est mon gros dada. Ça fait 20 ans que tous les jours, j'arpente ces 5 hectares de parcours à volailles. Donc, alors les choses se sont faites petit à petit. On voit le chemin là. Donc ça, c'est la première étape qu'on a fait. C'était ce chemin parce que nous avons décidé en fait de travailler en petits lots de 500 volailles avec des cabanes déplaçables. Vous les voyez sur la droite, un certain nombre de petites cabanes. Il y en a une dizaine. Et donc, on a essayé d'équiper techniquement avec des arbres pour que chacune de ces cabanes ait un espace idéal pour les volailles. Donc, au tout début, on a commencé juste par un chemin. On avait fait des haies de part et d'autre du chemin et tout autour pour fermer la zone, en fait, pour fermer ces 5 hectares. Hein, ça représente 5 hectares, la zone d'élevage de volailles, de la fermer de tous les côtés, notamment par rapport aux vents dominants qui sont des vents d'ouest, sud-ouest, nord-ouest. Et puis voilà, donc je fais cette première plantation en 2003, donc première plantation, et puis très rapidement, je mets mes cabanes au milieu, et voilà, je papote avec Alain Canet, qui est donc agroépisage 32, et je me dis, mais nos volailles vont jamais être sous les arbres, puisqu'ils sont sur les bords des chemins, les haies, ou sur le... Donc c'est comme ça qu'est né ces bosquets là que vous voyez sur le dessin, ces gros paquets d'arbres. On en a une trentaine d'arbres à chaque fois qui sont espacés tous les 50 mètres et qui permettent en fait d'avoir une double cabane, entre guillemets, puisque c'est un espace qui est très dense au niveau arboré et qui va permettre aux animaux de quitter leur cabane en fait pour venir se mettre au-dessous et pour décharger en fait au niveau sanitaire, et c'est excellent, pour décharger en fait l'éventuelle pression qu'il pourrait y avoir dans la cabane. Alors ça, c'est la deuxième chose qu'on a fait, c'est donc ces bosquets. Là, et ensuite, alors on le voit bien sur cette photo, les bosquets pour moi n'étaient pas suffisants parce qu'il n'y en avait qu'une dizaine sur les 5 hectares. Et ce qu'on remarquait, c'est que les animaux avaient du mal à se déplacer en fait du bosquet à la cabane. Enfin, dès que les volailles sont à découvert, il y a la peur du prédateur. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de relier les bosquets via les lignes d'arbres qu'on voit bien sur la photo. C'est des alignements. Alors, on est beaucoup en alignement parce qu'il faut qu'on puisse continuer à travailler, à déplacer nos cabanes, à broyer, à ramasser le fumier. Donc, il faut aussi garder des espaces dégagés. Donc, et pour travailler, et également pour que tout ce qui est parcours, c'est-à-dire herbe, pardon, pour tout ce qui est parcours enherbé, donc, pour qu'il y ait encore suffisamment d'herbe, parce que la volaille est un animal qui va manger beaucoup d'herbe.
contrairement à ce qu'on peut croire. Il n'y a pas que les vaches qui mangent de l'herbe, les volailles en mangent beaucoup. C'est très important pour leur équilibre, pour les vitamines et minéraux, pour les couleurs de chair. Donc voilà, donc garder dans un espace de volaille, savoir aussi garder des espaces verts pour le pâturage. Donc petit à petit, on est parti donc d'une haie autour de la zone de volaille, puis des bosquets, puis ces lignes d'arbres. Alors j'avais fait 2 lignes au départ, j'en ai encore rajouté après. Alors je me suis d'ailleurs amusé à apporter du peuplier, parce que le peuplier, en fait, c'était... Alors là, juste avant de parler du peuplier, là, donc on voit bien, en fait, sur cette photo, à quel point les animaux sont attirés par les espaces végétaux couverts. Et que ce soit quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il pleut, tous ces éléments sont très importants. Et moi, je suis très impressionné par euh, l'impact que l'arbre a sur la qualité sanitaire en fait de l'élevage, puisqu'on a des animaux chez nous qui sont absolument pas stressés. Et je touche du bois, mais après 20 ans d'élevage en bio, je n'ai jamais traité une volaille, j'ai jamais eu de maladie. Donc je suis convaincu que c'est grâce à cette présence intense d'arbres qui permet à l'animal d'avoir un bien-être qui le permet de ne pas être stressé, de ne pas être malade. Donc, on peut peut-être passer à la photo suivante. Voilà, là, c'est une illustration. Je voulais en profiter en même moment pour vous montrer comment est-ce qu'on protégeait les arbres des animaux. Donc là, c'est un peuplier. Alors, le peuplier est arrivé après. C'est comme j'étais donc au conseil d'administration d'Arbres et Paysages, à un moment, on commençait à se poser la question de pouvoir mettre des peupliers au milieu des parcours, parce que le peuplier, lui, va se développer plus vite que d'autres arbres, avec la difficulté qu'il faut souvent les arroser, tout ça, donc il y a d'autres contraintes. Mais c'était intéressant de pouvoir mettre dans un milieu plus séchant aussi des peupliers. On s'est rendu compte que ce n'était pas facile, qu'il fallait bien choisir les essences, mais que des choses étaient possibles et permettaient en fait de gagner beaucoup de temps, puisque pour qu'un chêne grandisse, ça prend beaucoup de temps. Y mettre aussi des peupliers, ça peut permettre d'avoir plus rapidement des espaces arborés sur le parcours. Alors là, sur la photo, ce qu'on peut voir, c'est que la plupart de mes arbres, en tout cas dans l'élevage de volailles, est protégé par 1,50 m d'Ursus, Ursus volaille. En bas, les carrés sont plus étroits. Et on mettait en général, là, pendant les 4-5 premières années, on met chaque année 100 litres de BRF. Voilà, pour éviter les mauvaises herbes et permettre au sol de s'enrichir de ce BRF. Voilà, alors je vois que le temps tourne, on a beaucoup de choses à dire, on va continuer notre petit voyage. Les parcours à volaille, on pourrait encore faire beaucoup de choses. Donc si on peut passer à la photo suivante, peut-être que dans les questions tout à l'heure, on pourra réaborder les problématiques d'élevage de volailles. Alors là, on se retrouve donc, ça c'est tout ce qui concernait le voisinage en fait. Moi j'étais entouré, alors aujourd'hui il y en a qui se reconvertissent en bio, mais j'étais entouré de producteurs conventionnels et je tenais absolument à me séparer d'eux physiquement. Et donc l'arbre est venu solutionner ce problème. Donc tout le tour de la ferme, aujourd'hui, il y a une haie, il y a une bande enherbée de 10 mètres à peu près, avec une haie tout autour de la ferme. Ça, c'est venu avec le temps, on n'a pas tout fait en un jour, mais petit à petit, on a clôturé, on va dire, la ferme par ces haies. Alors, haies moyennes ou hautes, ça dépend des endroits. Voilà, mais c'est des haies typiques que l'on plante à Arbres et Paysages, où vous avez des essences, des arbustes et des augets. Augets, moyen jet et arbustes. Voilà, alors ensuite, la photo suivante, on va se retrouver sur voilà, ce qu'on appelle l'intraparcellaire. Donc, chez moi, j'ai 4 parcelles comme ça, en intraparcellaire. Donc, nous avons planté des arbres tous les 24 mètres. Donc, les bandes que vous voyez là sont espacées de 24 mètres. Et les arbres eux-mêmes sont espacés de 4, 5 ou 6 mètres. Ça dépendait des plantations qu'on avait fait. Celle-là est assez dense parce que c'est la parcelle qui colle en fait l'élevage de volailles. Et je m'étais dit que si je devais étendre un peu plus, j'avais besoin de plus d'espace en volaille, c'est par là que j'irais, et donc, tant qu'à faire, intensifier la plantation. Donc, alors, des arbres au cœur de la parcelle, pourquoi? Ben, un refuge à biodiversité pour les auxiliaires de culture, une fertilisation naturelle. Alors moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ça permet aussi de faire un certain nombre d'essais, c'est-à-dire que entre deux bandes, on peut changer la technique, par exemple passer
passer un coup d'étri à un endroit, pas un autre, labourer une partie ou pas labourer une autre. Donc elle est assez intéressante au niveau de son suivi, puisqu'on peut s'amuser à faire des expériences et pouvoir assez facilement comparer. Et d'autre part, c'est assez intéressant, là on a accueilli donc Clément le boulanger, et ça permet de structurer des espaces. Alors lui qui est petit producteur, ça lui permet en fait de pouvoir faire des blés, des seigles, des petites épeautres. Voilà, ça permet de segmenter en fait plus facilement l'ensemble de la ferme. En fait, c'est une structuration. Cette structuration parcellaire en fait permet vraiment d'avoir des techniques de production de céréales différentes et intéressantes. Alors on va continuer notre petit voyage et arriver du côté des cochons. Donc, si on y arrive, voilà. Donc, au niveau des porcs, donc, comme je vous disais, j'engraisse une quarantaine de porcs par an. Je ne suis pas naisseur, hein, je suis juste engraisseur parce que j'ai déjà tellement de travail avec la production de volailles et la transformation et la vente. Donc, j'ai toujours choisi de ne pas être naisseur. Pour autant, on a donc 4 cabanes de porcs pour des lots de 9 ou 10 porcs qui ont le même principe que les volailles, à savoir qu'elles sont déplaçables. Et donc là, ce qu'on voit sur la photo, c'est les différents parcours. Donc à l'heure actuelle, les 3 porcs que vous voyez sont sur un parcours. Le parcours derrière, lui, est en vide sanitaire, parcours dans lequel je peux faire passer, par exemple, pendant un an, puisque mon vide sanitaire dure un an, je peux faire passer des moutons. Donc au niveau de la structuration arborée, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a nos cabanes qui sont en bas de la parcelle, et en fait, on a fait des espèces de grandes bandes, là, comme vous pouvez voir, qui font 150 à 200 mètres de long, et de chaque côté, on a mis des arbres. Alors, des arbres qui sont beaucoup à base de noyers, de chênes. Et en fait, l'objectif de ces arbres, en fait, c'est d'apporter de l'ombre aux animaux, bien évidemment, de les couper du vent. D'ailleurs, ce qu'on voit sur la photo que vous voyez maintenant, c'est que même si entre les parcelles, nous avons des arbres, autour de la zone d'élevage, de nouveau, nous avons une haie plutôt dense. Moi, j'aime bien l'ensemble de mes élevages, en fait, sont enfermés, entre guillemets, entourés, on va dire plutôt, parce qu'ils ne sont pas enfermés, entourés, en fait, de haies champêtres qui permettent de couper du vent, de couper du trafic extérieur, voilà, de créer, en fait, des univers bien propres à chaque animal. J'aimerais bien qu'on revienne 2 secondes sur la photo d'avant. Si j'avais une critique à faire sur l'implantation, c'est qu'aujourd'hui, j'entretenais entre les arbres, et là, je vais commencer à arrêter d'entretenir, parce que j'aimerais en fait qu'une végétation spontanée apparaisse. Donc, je vais faucher juste pour que les fils électriques ne soient pas mises à la masse. Mais sinon, entre les arbres, je vais arrêter de faucher et voir un petit peu ce qui va se passer, parce que j'aimerais que chaque lot soit plus séparé par des haies vraiment denses, pour que chaque lot soit intime dans son espace. On va continuer, puisque je vois que le temps passe, je suis un peu désolé, on va continuer notre petit parcours. Donc là, la photo pas très nette, mais c'est une haie plessée. Donc nous avons sur la gauche une petite mare, et à l'époque, comme on recevait des enfants, on nous avait demandé d'entourer la mare d'un grillage, de choses qu'on n'a pas voulu faire. Pour autant, on a planté cette... pour éviter en fait les barbelés ou autres fils électriques, on a fait cette haie plessée. Donc c'est une haie champêtre tout à fait traditionnelle, comme on a planté partout sur la ferme, avec des cornoillers sanguins, des frênes, des érables, des pruneliers. Et en fait, on l'a plessée, c'est-à-dire qu'on a pris les tiges, on les a cassées, on va dire, fendues et mis vers le bas, et on se retrouve avec une véritable barrière végétale que les enfants ne peuvent pas franchir. Donc voilà, ça c'est une haie plessée, juste pour dire qu'on peut faire beaucoup de choses avec une haie, qu'elle soit toute droite et grande, ou qu'on puisse la plesser. Alors ensuite, notre petit voyage continue vers les moutons. Alors les moutons, j'ai un troupeau d'une vingtaine de brebis. Et alors ça, j'aime bien parce qu'en fait, ça permet sur une ferme, au lieu de broyer ou faucher, ça permet on met 3 fils et on peut faire passer nos moutons partout, dans des petits bois, On a toujours sur les fermes un certain nombre de zones qui sont un petit peu, entre guillemets, inutilisables. Et donc les moutons, je les ai fait passer. Donc voilà, moi je suis assez content d'avoir ce troupeau qui permet d'entretenir et puis qui apporte aussi, alors bien sûr qu'Anne-Catherine les utilise en médiation animale avec toutes ces petites naissances, mais qui permet aussi d'apporter un équilibre en fait à la ferme en elle-même. Elle va passer après des cochons, ils vont passer après des cochons, ils vont passer après des volailles. Donc c'est intéressant de les utiliser comme tondeuses. Et puis bien évidemment, je valorise les produits à la vente à la ferme et au marché.
ce qui permet de diversifier mes ventes. Voilà, alors on va continuer. Donc, alors ça, c'était il y a quelques jours, il fait mauvais, mais je voulais vous montrer, ça c'est l'allée qui vient à la ferme. On a une allée de 400 mètres de long qui permet d'arriver sur la ferme. Et cette allée, on l'a bordée de chênes. Donc on les voit bien, là, les chênes qui, tous les 9 mètres, donc, tous les 9 mètres, on a un chêne. Et on a voulu garder en bas pour qu'il y ait une végétation quand même assez rapidement, parce qu'au départ, les chênes ont mis beaucoup de temps à pousser. On a fait une haie basse, hein, qu'on a tenue basse. Là, elle n'est pas tout à fait, mais à des époques, on l'a tenue basse, et qui permet d'avoir une belle allée pour rentrer à la ferme. On est arrivé, c'était des peupliers tous à moitié morts, qu'on peut voir sur la photo de tout début, là, aérienne. Et depuis, c'est en train de devenir une magnifique allée de chênes. Et ce que j'aime bien avec cette allée, c'est que quand vous quittez la nationale, parce qu'on est quand même très près d'Auch, la zone d'activité n'est pas très loin, et bien ces 400 mètres de haies de chemin entourés d'arbres, donc de ces chênes et de cette haie basse, permet en fait petit à petit de rentrer dans un univers différent, très paysan, très élevage et arboré. Et voilà, c'est une belle entrée en matière quand on arrive chez nous. Alors ensuite, on a fait un petit essai de verger. Alors là, c'est une soixantaine d'arbres fruitiers que l'on a plantés en intraparcellaire dans un champ. Alors juste petite parenthèse pour dire que peut-être que si c'était à refaire, nos 20 ans de ferme en coton, on aurait peut-être pu mettre plus d'arbres fruitiers. Il y en a très peu sur la ferme. Par contre, ça reste un métier à part. Et si on veut commencer à faire du fruitier, il faut vraiment y mettre de l'énergie, de la connaissance et beaucoup de temps, de l'arrosage, du ramassage. Donc là, j'avais juste envie de vous en parler pour montrer que ça existe, que c'est bien, mais que ça demande de l'entretien et de la connaissance et du temps. Voilà. Donc, on est presque au bout de notre petite balade. Alors ça, c'est un essai qu'on a fait en bas, dans la partie basse de la ferme. En fait, on a une nationale qui est à 400 mètres qui faisait du bruit. On s'est dit, on va faire une barrière végétale. Et pour ça, on s'est amusé à planter 2 haies l'une à côté de l'autre, espacées de 5 mètres. Et quelques années plus tard, ça fait ce magnifique, on appelle ça la double S, ça fait comme un chemin. C'est très joli et c'est un vrai lieu à biodiversité. Et pour la petite histoire, la dernière parcelle que j'ai voulu faire en intraparcellaire, finalement, je ne l'ai pas faite parce que, bon, ça on peut en discuter un petit peu s'il y a des questions, parce que l'intraparcellaire peut avoir on va dire des défauts. Et j'aurais tendance aujourd'hui, au lieu de faire des intraparcellaires espacés de 24 mètres, de les faire plus grands, 40 mètres, voire un peu plus, et préférer des double haies pour créer des véritables corridors de biodiversité en plein milieu de la parcelle, plutôt que des simples arbres alignés. Mais ça, on pourra peut-être en reparler dans la discussion tout à l'heure. Mais voilà, moi je crois beaucoup à ces espaces de biodiversité sur nos fermes. On en manque. Et voilà, moi je suis en train de me tourner un petit peu. Si j'avais à replanter des arbres, et ben c'est de doubler certaines haies que j'ai déjà. Voilà, un petit aparté aussi sur les trognes. Alors là, on est dans un bas-fond, en fait, avec un endroit où il y a beaucoup de rétention d'eau ici, puisqu'il devait y avoir à l'époque un fossé. Ce champ a été drainé, ce qui n'était pas forcément une bonne idée, à mon avis. Et donc ici, j'ai une réserve d'eau, toujours une espèce de cuvette. Et j'y ai mis des frênes, des peupliers noirs et des saules. Et on a décidé de les trogner, donc ça c'est assez récent, on vient de les trogner. Et voilà. Parce que ça m'intéressait de me rapprocher vers les différents outils que représente l'arbre. La trogne en fait partie. On reçoit d'ailleurs Dominique Mention là, très prochainement sur la ferme pour une de ses formations. Et voilà, c'est source de matière qui vont pouvoir nous aider à faire du BRF ou au boulanger à faire cuire son pain. Donc voilà pour cette zone, sachant que des arbres têtards, on en a sur cette, là il y en a 120 là, sur la longueur de 300 mètres. Et sinon sur la ferme, j'en ai fait un certain nombre dans les haies aussi, parce que je trouve ça intéressant au niveau de la production végétale aérienne. Voilà, un dernier petit mot sur la ripisylve, là, que l'on voit au fond. En fait, c'était la seule plantation qu'on avait sur la ferme, qui était existante, c'était cette ripisylve. C'est-à-dire qu'on a l'arçon, un petit cours d'eau qui court à côté. Et là, vous voyez une belle végétation bien diversifiée qu'il y a derrière. Et voilà. Donc ça clôture un petit peu notre petit voyage sur la ferme. Je veux bien qu'on revienne au plan de départ. Et juste pour vous résumer en 2 mots, et puis je vous laisse la parole. Cette aventure autour de l'arbre, c'est une très belle aventure qui s'est faite avec le temps.
On a planté de 2001 à cette année 2021 où on plante encore donc, cette fameuse double haie sur la parcelle en haut à droite. Et cette rencontre avec l'arbre, elle s'est faite avec le temps. On a d'abord découvert la ferme qu'on avait achetée, et puis après les différentes activités qu'on a voulu mettre en place. Et en fait, l'arbre a toujours été là, en fait, pour répondre à un certain nombre de problématiques qui vont être relevées par l'élevage ou la production végétale. Et voilà, et moi je suis content aujourd'hui d'avoir récupéré au départ une ferme de 40 hectares sur lesquels il n'y avait plus une ronce ni un arbre, et aujourd'hui de se retrouver avec 6 km de haies, 17 hectares d'intraparcellaire et une véritable vie qui, qui est réapparue. Et en fait, c'est une espèce d'arbre arboré magnifique. Et voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous rendre par ce petit voyage, vous rendre en fait ce que moi je ressens tous les jours en travaillant sur ma ferme. Alors, au niveau du renard, il y a une solution vraiment qui marche bien. Ça fait 21 ans que je l'ai mis en place. Jamais je ne ferme une cabane à volaille. À partir du moment où à 5 semaines ils sont ouverts, c'est le filet électrique avec un très bon poste électrique. Il y a des renards, j'en ai encore croisé un sur la route écrasé en allant au marché samedi dernier, donc ils sont pas loin de chez moi. Et le renard, je l'ai eu que 3 fois en 21 ans, alors que l'ensemble de mes parcours sont tous ouverts toute l'année. Donc le filet électrique, après je ne rentre pas dans toute la technique du filet, de bien tondre et tout ça, mais le filet électrique est la réponse. En tout cas, moi, c'est une réponse que je pratique depuis 20 ans. Quant aux prédateurs, il est évident que la buse reste active par période. En attendant, une buse ne peut pas atterrir sous un arbre. Donc plus vous avez d'arbres, enfin, tout animal stationné sous un arbre ne sera pas attaqué par une buse. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas encore quelques attaques de buse. En tout cas, ça s'est réduit par rapport au début. Au début, on a des photos, on mettait des épouvantails faits par les enfants. À l'époque, on recevait des fermes pédagogiques partout parce qu'on était vraiment envahis. Aujourd'hui, il y a encore un peu de prédation, mais ça a fortement diminué par la présence de l'arbre, puisque la buse ne peut pas atterrir sous un arbre, puisqu'elle a besoin de son déploiement de ses ailes. C'est vrai qu'au niveau des arbres, si on parle volaille, il est vrai que la plupart des arbres, en fait, les volailles n'ont pas accès à la feuille on va dire, verte. Ils vont avoir accès à la feuille qui tombe, qui n'est plus très riche. Donc, pour moi, je ne trouve pas qu'au niveau arboré, euh, il y ait beaucoup d'apports. Moi, je mets beaucoup d'attention sur la strate herbacée, c'est-à-dire qu'on y remet quand il y a besoin des légumineuses et des graminées. Et je fais très attention plus au parcours herbeux qu'au niveau du feuillage, au niveau des volailles. Parce que, en plus, enfin, parce qu'ils n'ont pas accès, en fait, puisque l'arbre ou l'arbuste est légèrement plus haut, éventuellement protégé par les, l'Ursus que je vous ai montré tout à l'heure sur une photo. Donc voilà. Pour moi, ce n'est pas un complément important. Par contre, tout ce qui est fruits, alors c'est très drôle, parce que comme je suis à l'abattoir toutes les semaines, dans les gésiers, on retrouve tous les noyaux et tout ça. On sait très bien chez qui on est, qui a des arbres et qui n'en a pas, parce qu'on trouve tous les petits noyaux, des prunelles, voilà. Donc pour moi, le fruit est important. Euh, le végétal est un petit, enfin, la feuille elle-même de l'arbuste, moi. Alors, j'ai pas le chiffre exact. On est en train de travailler parce qu'on fait notamment un livret qui va sortir très prochainement sur la ferme, qui sera d'ailleurs visible. Je fais ça avec Arbre et Paysage. Euh, Par contre, ce qui est important, en fait, je trouve, moi, quand on me pose cette question de prix, c'est que c'est un outil tellement important, en fait, dans la conduite d'élevage, qu'il a sa part. Enfin, je veux dire, j'ai souvent planté sans compter. Parce que pour moi, c'est un outil qui est aussi important qu'un tracteur, en fait. D'ailleurs, pour rien vous cacher, j'ai que des tracteurs un peu pourris, parce que j'ai pas mis d'argent dans les tracteurs, j'ai mis plus d'argent, en tout cas de temps. Il ne faut pas oublier quand même que dans chaque département, on a aujourd'hui des aides. Moi, j'ai été énormément aidé sur la plantation depuis le début. Bon, c'est vrai qu'on est dans un département qui a beaucoup aidé, le Gers. Les premières aides agroforestières sont sorties du Gers parce que le département, parce que d'abord Arbre Paysage a été beaucoup derrière, 32, et puis que le département a suivi. Donc aujourd'hui, on a la Fédération de chasse qui nous finance nos paillages biodégradables. Donc en fait, il y a un certain nombre de partenariats qui ont eu lieu dans le Gers
parce qu'on a aussi beaucoup communiqué sur ce qu'on faisait au niveau de l'arbre et tout ça, qui ont fait que, honnêtement, le coût n'a pas été très élevé pour moi, une fois qu'on a enlevé toutes les aides qu'on avait derrière. Ensuite, pour moi, c'est vraiment un outil. Donc, c'est comme quand on met un toit isolé à une cabane à volaille, quoi. Je veux dire, moi, planter un bosquet de 20 arbres devant, je vous rappelle que j'ai planté que des arbres qui étaient, enfin, je vous rappelle, non, mais je ne l'ai pas trop dit, mais avec Arbre Paysage, on plante des arbres qui sont tout petits, qui font 20 cm. Il faut un peu de patience pour qu'ils soient plantés, mais je veux dire, ils coûtent vraiment pas cher. Donc, au bout du compte, ce n'est pas un coût énorme. Et pour ce qui concerne l'entretien, moi, j'utilise le BRF pour toutes mes plantations, pour les maraîchers et autres. Donc, on fait de la taille, on bénéficie derrière du BRF ou du bois de chauffage. L'année dernière, je me suis entièrement chauffé cette année avec de la taille d'arbres faite, alors surtout sur la ripisylve, mais je vais être patient et mes autres arbres vont aussi m'apporter pas mal de petites branches qu'il faut venir tailler et qui vont venir me chauffer, quoi. Non. Là, moi, c'est sous les noyers. Alors, j'ai principalement les moutons et j'ai pas observé de problème particulier. Voilà. Alors, en fait, c'est drôle parce que moi, je suis pas un chasseur de primes. Donc, j'ai toujours privilégié, comme je vous disais, le bien-être ou animal ou de mes cultures. Euh, Alors, en plus, j'étais arbre paysage, donc c'est clair, quand on a commencé à mettre des arbres au milieu des parcelles, il est clair qu'on est allé voir de plus près ce qui se passait au niveau de la PAC pour voir si on allait nous supprimer des choses ou pas. En l'occurrence, sur de l'intraparcellaire, comme on a fait nous, avec des espaces tous les 24 mètres, d'autant qu'aujourd'hui, moi, je préconise de laisser un peu plus d'espace, même encore, de passer plutôt à 40 mètres, le nombre d'arbres qu'on a implantés n'a jamais gêné, on ne nous a pas enlevé de mètres carrés de la PAC. Par contre, sur des sites comme l'espace à volaille, qui au départ était en prairie permanente et haute, vu le nombre d'arbres qu'on a mis aujourd'hui, on est alors techniquement, il faut se renseigner. Moi, je ne suis pas assez renseigné parce que l'arbre, il prend la place au-dessus de la subvention chez moi. Donc, voilà. Mais je sais que c'est des parcours qui sont moins bien rémunérés par la PAC du fait de la présence aujourd'hui intensive des arbres. Mais c'est juste au niveau du parcours lui-même. Mais une fois de plus, cet arbre va m'amener tellement en matière de gains au niveau de la qualité de mes volailles. Quand je dis qualité, qualité gustative et qualité technique, j'ai très peu de mortalité, enfin, ça se passe très bien, j'ai aucun intrant de produit. Enfin, eh bien, pour moi, c'est compensé et j'ai jamais cherché, en fait, je suis pas un chasseur à optimiser systématiquement les prix de pack, je suis pas dans ce modèle-là et donc voilà. Je sais pas si ça répond à la question, mais je crois qu'à un moment, il faut faire des choix entre euh, comment rentre l'argent. Moi, je préfère qu'elle rentre avec des volailles en bonne santé et qui ont des bons résultats techniques avec des subventions de l'État. Voilà. Bah, déjà, moi, je suis content parce que j'ai plusieurs de mes voisins qui sont convertis en bio. Bon, ils ont mis 20 ans, mais c'est déjà une bonne nouvelle. Et en matière des arbres, euh, alors, moi, je reçois aujourd'hui beaucoup de gens, parce que je suis devenu formateur en volaille, et donc je reçois beaucoup de gens et beaucoup de stagiaires. Et les stagiaires qui sont passés chez moi font tous des plantations derrière chez eux. Parce qu'on se rend compte, en fait, de l'impact pour les animaux notamment. Et donc, oui, j'ai envie de dire, ça fait tache d'huile. Alors, ça prend du temps de décompacter certains esprits, notamment autour de chez moi, mais il y en a. Et les gens se rendent compte qu'en fait, il y a un décor qui est en train de se faire. La ferme est vraiment devenue, c'est vraiment assez incroyable, un endroit un peu à part où vous regardez et on a tout le temps un arbre en perspective, et puis une prairie avec des animaux, puis des cultures, et puis de nouveau un arbre, puis de nouveau. On a mis l'arbre vraiment à des places importantes par rapport à l'érosion des sols, par rapport aux hauts coteaux, par rapport. Enfin, il y a un décor qui est en train de se faire et un décor qui, oui, qui fait réfléchir. Alors ça, on pourrait le faire, on ne le fait pas suffisamment parce que malheureusement, je ne taille pas l'été parce que j'ai pas de temps avec les récoltes et tout ça et la chaleur, parce qu'on est quand même dans un pays où il fait très chaud.
Donc moi, j'ai tendance à tailler beaucoup janvier, février, mars, et donc il n'y a pas de feuilles. Donc déjà, les feuilles ne sont pas spécialement données. Après, je n'ai qu'un petit troupeau de 20 brebis, ce qui est quand même un peu anecdotique. Je pense que pour des élevages plus importants, il serait intéressant de s'y pencher. Ce qui est très drôle, c'est quand je lâche mes moutons dans certains parcours, j'ai notamment des mûriers platanes qui ont des branches très basses, c'est la fête directe, c'est-à-dire qu'ils se jettent directement là-dessus et ils les mangent. Donc on voit bien qu'ils ont une appétence pour tout ça. Les cochons aussi, hein, les cochons, hein, en fait, j'ai acheté une moto faucheuse et tout ce qui est herbeux autour des zones de cochons, c'est-à-dire les chemins, entre les arbres, même si j'ai dit que j'allais arrêter de faucher, dès que je fauche un peu, notamment quand c'est très poussant, j'utilise une moto faucheuse et je leur balance tout le végétal et ils en raffolent. Donc c'est évident que même des cochons, on a tendance à ne pas leur donner assez de choses ligneuses. Donc voilà. Donc moi, il est clair que j'en donne un petit peu, mais bon, ma taille d'hiver ne favorise pas en fait, parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est la feuille qu'ils aiment avant tout, même si après ils vont grignoter un peu les éventuelles petites tiges. Alors moi, je travaille avec, bon, ça dépend des régions, mais nous ici, au niveau des graminées, on utilise la fétuque et le dactyle, notamment la fétuque qui supporte bien le piétinement. Et après, au niveau légumineuse, bah, c'est un peu ce que j'ai sur la ferme, parce que comme je fais quand même des couverts végétaux, voilà, et ça va aller tous les trèfles en tout genre, hein, trèfle violet, trèfle d'Alexandrie, trèfle incarnat, du lotier, de la luzerne, voilà, tout un tas de légumineuses. Un petit peu, c'est les sacs que je peux avoir à la maison qui traînent par-ci par-là. Après, faut reconnaître qu'au niveau des volailles, il n'y a pas besoin de ressemer grand-chose parce que les volailles ont tendance à piétiner, donc c'est plutôt la boue comment vous dire, la terre ressort par piétinement, mais la strate herbacée, elle reste présente. Et il suffit de les enlever, puisque moi je fais du parcours tournant, puisque je déplace mes cabanes entre deux lots de cabanes, et vous avez l'herbe repousse toute seule en fait. J'ai un petit peu la manie de remettre de l'herbe autour de là où j'ai enlevé ma cabane, parce que j'ai envie que ça reste, entre guillemets, propre. Ça me pousse en fait à donner un petit coup de grattage pour reniveler une fois qu'on a enlevé le fumier et tout ça. Mais il faut être honnête que mes implantations sont très, très, très anciennes et je lance quelques brassées de semences à la main juste autour de mes cabanes. Mais c'est plutôt un peu de la maniaquerie que, voilà, parce que les choses repoussent en fait. Ah ben, nous, tout a changé en 20 ans. Tout a changé dans le sens où, déjà, moi, je suis arrivé sur une ferme. On ne le voit pas sur le plan que vous avez là en écran, mais en fait, il y a une pente. Il y a une pente qui descend là, sur les parcelles de droite. Et en fait, la personne avant moi labourait dans le sens de la pente et il n'y avait aucun arrêt nulle part, quoi. Là, en fait, en structurant, on a vraiment arrêté une très très grosse partie de l'érosion, puisque nos haies, nos intraparcellaires et nos haies coupent en général la pente. Alors, le petit défaut qu'il peut y avoir, et j'ai oublié de le relever tout à l'heure, c'est que quand vous faites des haies avec les années, les orientations, moi j'ai privilégié le sens de la pente, justement pour lutter contre l'érosion, en mettant des haies ou des intraparcellaires perpendiculaires aux pentes. Ça peut avoir le défaut avec le soleil qu'avec des haies qui commencent à grandir, qu'on ait des difficultés à travailler les sols au nord des haies qui sont orientées donc est-ouest et qui ne permettent pas que la partie nord en fait soit atteinte par le soleil. Donc c'est un choix. De toute façon, l'agriculture, que ce soit n'importe laquelle, y compris avec l'arbre, quel que soit ce que l'on fait, on va avoir un impact positif et négatif, ou en tout cas avec des inconvénients. Donc typiquement là, moi je suis parti sur une lutte vraiment contre l'érosion du sol en rendant perpendiculaire mes alignements d'arbres. Voilà. Ok, Et bah, c'est top. il y a une vraie évolution. Et alors, je viendrai finir mes propos. Comme on a vu qu'on avait un petit cours d'eau qui passait et qui, en ce moment, a pas mal débordé, je me retrouve avec des parcelles sous l'eau. Il est clair que j'ai plus une parcelle susceptible d'être inondée qui n'est pas avec un couvert végétal l'hiver. Ça, au début, je n'avais pas de couvert végétal. Hein, c'est terminé. Ma ferme est en couvert végétal systématiquement, sauf si je vais faire une lentille ou un pois chiche. Mais tout ce qui est avant un tournesol, un soja, un sarrasin ou autre, il y a un couvert végétal d'hiver. C'est
indispensable si on veut lutter contre l'érosion des sols, si on veut nourrir son sol. Moi, j'ai envie de dire, les 20 premières années, il n'y a pas besoin de grand-chose, parce que les arbres poussent, ça prend un peu de temps quand même. Moi, mon petit matériel de départ, c'était sécateur, petite scie. Alors maintenant, j'ai une scie avec une très grande perche. Voilà. Après, il ne faut pas oublier qu'on peut aussi, parce que les interventions sur les arbres sont souvent très concentrées en temps à des moments. Et moi, je loue. Et donc, notamment le broyeur à BRF, moi, je fais des tas. Alors, effectivement, le BRF, on dit c'est bien de le broyer directement après la coupe, que la taille soit encore en sève. Malheureusement, concrètement, moi, ce n'est pas le cas. Si, pour les dernières coupes que je fais, mais pas sur les premières. Donc, comme ma taille va durer 3 mois à peu près, en mars, je loue, qui loue tout l'Oxam ou autre, un gros broyeur très efficace où pendant une journée, je broie tout ce que j'ai amoncelé un peu partout, mais je le loue. Donc, c'est juste à la journée, ça me coûte 250 € et je vous garantis qu'on sort quelques mètres cubes. Après, en matière de. Bon, après une tronçonneuse, voilà, mais j'ai pas de gros matériel. Et pour ce qui est. Alors là, j'ai trouvé quelqu'un qui va bientôt venir sur la ferme pour m'entretenir les haies qui commencent à grimper. Il faut faire appel à des extérieurs qui sont outillés parce que c'est les lamiers et autres, voilà, tout ce qui est lamier, sécateur et autres, c'est assez cher. Et puis, c'est un savoir-faire, je pense, que je préfère laisser à des gens qui savent le faire. Donc, il faut savoir aussi sous-traiter à des gens qui savent le faire. Et